Cet enregistrement a eu lieu le 26 septembre 2020. Vous y trouverez un échange entre les participants de l'événement et Emmanuel Dockès, l'auteur de Voyage en Misarchie. Bonne lecture à vous. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà une expérience concrète ou est-ce que vous pouvez vous situer par rapport à des expériences concrètes de Misarchie? Alors, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, tout ce que j'utilise existe et l'idée globale n'existe absolument pas. C'est-à-dire qu'aucune société d'une certaine ampleur n'a jamais mis en place une misarchie, ni même rien qui y ressemble véritablement. En revanche, chaque morceau, finalement, je me suis aperçu en me promenant à droite à gauche que chaque morceau existait en fait ici ou là. Donc des entreprises qui sont progressivement, qui passent progressivement en autogestion, ça existe. Des rotations infantiles, il y en a. Il y en a. C'est très étonnant. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des échanges d'enfants qui avaient pu avoir lieu entre l'Allemagne et la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu des expériences dans lesquelles des enfants, enfin des enfants de 10-12 ans, allaient passer un an dans une famille, ils revenaient un an dans une autre famille, ils devenaient comme ça pluriculturels et polyglottes. Et ça s'est très bien passé, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. En fait, assez curieusement, la plupart des choses que j'ai écrites, sans savoir toujours qu'elles étaient existantes en quelque sorte, en fait, la plupart existent déjà, de manière ponctuelle en quelque sorte. Alors, ce qui n'existe pas, c'est l'agencement de toutes ces choses-là pour faire une société réellement beaucoup plus démocratique que la nôtre. Mais on peut, comment dire, si les seuls espoirs de progrès sont des espoirs de progrès vers des choses qui existent déjà, vos seuls espoirs de progrès sont des espoirs de tourner en rond, ou des espoirs de régression, ou des espoirs de retour en arrière. Donc il y a un moment où il faut pas avoir peur de proposer des choses qui n'existent pas. Et globalement, ça n'existe pas, mais je suis convaincu que c'est techniquement possible. Et sans changer l'être humain, et tout en conservant, comment dire, sans régression. Et quand on propose un changement de système politique, le risque, c'est toujours la régression. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Globalement, notre société n'est vraiment pas terrible. Mais il y a aussi des trucs qui fonctionnent. Tout n'est pas calamiteux. Et il convient de progresser sans détruire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut détruire pour progresser. Je pense qu'il faut progresser et donc supprimer ce qu'on n'aime pas, mais pour le remplacer en faisant bien attention à ne pas perdre ce qu'on a. Aujourd'hui, on a en France un niveau de liberté. Il est médiocre, allez, médiocre. Mais pas nul, hein, on n'est pas dans un pays tyrannique, fascisant, totalitaire. On est dans un truc, disons, globalement assez mauvais. Voilà, plutôt mauvais. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux? Oui, mais on peut faire pire aussi. Il y a pire, donc il faut faire attention d'aller toujours vers ce qui est mieux et sans glisser vers le pire, parce qu'il y a aussi des tendances qui vont vers le pire. Et souvent, les utopistes, en rêvant de mondes meilleurs, ont créé des mondes atroces, en fait. Et donc, mon monde à moi, il est imparfait, mais j'espère qu'il est meilleur. Merci. Ben justement, on a des questions sur ce sujet, sur d'autres modèles qui ont peut-être été essayés avant et en quoi la misarchie se distingue de ces modèles. Par exemple, on a une question sur quelle est la différence entre misarchie et anarchisme. C'est également une proposition d'une politique d'autogestion. Et aussi des questions, qu'est-ce qui distingue la misarchie du socialisme et du communisme? Et qu'est-ce qui ferait que la misarchie pourra avoir plus de succès que ces autres modèles? Alors, qu'est-ce qui différencie la misarchie de l'anarchisme? L'anarchisme, en fait, c'est pas une doctrine très précise. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de sortes d'anarchisme différents. Et on a une variété d'anarchisme dans les idées politiques. C'est pas une doctrine aussi cohérente qu'a pu l'être, par exemple, le socialisme marxiste. C'est une doctrine qui contient beaucoup de contradictions. En quoi est-ce que c'est différent?
Eh bien, je dirais que c'est très modéré par rapport à l'idée qu'on a de l'anarchisme habituellement. Et que c'est immédiatement possible. Ce n'est pas différent dans la crainte du pouvoir. L'anarchisme est basé sur une crainte du pouvoir. Et ça, c'est vraiment une valeur profondément commune. L'anarchiste veut réduire au maximum le pouvoir, moi aussi. Donc on a, si vous voulez, des idées communes, mais finalement, ce sont des idées qui sont aussi les idées de la démocratie. La démocratie aussi, c'est une crainte du pouvoir. Mais après, la question, c'est jusqu'où on va. Et typiquement, pour être réaliste avec les êtres humains d'aujourd'hui, il m'a semblé qu'il était nécessaire de conserver un certain nombre de choses comme de la monnaie, des prisons, de la police, peut-être une armée. Ouf. Demandez à un anarchiste moyen si c'est toujours anarchiste en conservant tout ça, vous allez voir, il va vous dire non. Il va dire quoi? Des prisons, du marché, la plupart du temps. Alors, certains vont dire oui, ça pourrait être une étape vers l'anarchisme en quelque sorte. Mais je pense que c'est donc quelque chose de plus modéré, de plus pragmatique que ce qu'on pense habituellement dans l'anarchisme. Et alors, c'est très différent du socialisme. Par contre, c'est beaucoup plus différent encore du socialisme que de l'anarchisme, parce que il ne s'agit pas d'un système de communiste, pas du tout. Vous avez, comment dire, la possibilité de vivre en communauté est absolument autorisée, puisqu'on accepte tous les modes de vie et qu'il y a une très grande liberté. Donc, si des personnes peuvent vivre dans des systèmes où tout est plus ou moins mis en commun, c'est une espèce de racine communiste, oui, c'est une mise en commun ça n'est pas interdit, mais ce n'est pas du tout le type de société qui est majoritairement décrit. La plupart des gens sont propriétaires de leurs appartements. Enfin, normalement, tout le monde est propriétaire de son appartement. Alors, dans un système communiste, les appartements appartiennent au collectif qui ensuite en distribue l'usage d'une manière ou d'une autre. Les réflexions où tous les biens sont mis en commun pour ensuite qu'une autorité quelconque vienne en quelque sorte les distribuer me font terriblement peur. Moi, j'ai très peur des autorités et des autorités distributrices particulièrement, qui même si elles sont faites de manière généreuse, et c'est souvent pensé de manière généreuse, risquent de dégénérer en pouvoir très fort, et bon, on l'a vu dans les cas les pires en totalitarisme. Mais de toute façon, si tout est mis en commun, j'ai peur de la tyrannie de la communauté. Donc je suis assez respectueux des libertés individuelles et j'aimerais bien renforcer la liberté individuelle, quitte évidemment à ce que les gens s'organisent et qu'ils aient des choses en commun, naturellement. Donc à la fin, en misarchie, il y a quand même peut-être plus de choses qui sont mises en commun dans la société actuelle, mais on n'est pas du tout dans un système communiste. Qu'est-ce qui fait que la misarchie pourrait avoir plus de succès que ces autres modèles? Alors, c'est une pensée du XXIe siècle. On a eu le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est la possibilité de la dégénérescence en totalitarisme d'idéaux. Bon, est-ce qu'on sait que ça peut dégénérer en totalitarisme, les idéaux, maintenant? Oui, mais oui, au carré. C'est une angoisse nécessairement très profonde. Donc, il s'agit de faire très attention à ne pas penser de système qui puisse dégénérer en autoritarisme. Parce que parfois, pour lutter contre l'autoritarisme, on a inventé des univers encore plus autoritaires. Donc, je vous assure, moi, j'ai fait très attention à toujours réduire le pouvoir, réduire l'autorité, augmenter la liberté, quitte à ce qu'à la fin, ce ne soit pas totalement efficace, vous voyez ce que je veux dire, et que ce soit partiellement, bon, que ce soit un petit peu bricolé, mais au moins de toujours aller vers le mieux. Et en ce sens-là, c'est différent des systèmes qui ont pensé des univers un peu rêvés et qui avaient la possibilité du glissement vers le pire. Là, en l'occurrence, la possibilité du glissement vers le pire, elle existe peut-être, mais franchement, j'ai fait gaffe et je ne vois pas comment. Je pense que ça peut caler vers quelque chose de plus libre. Et c'est déjà ça. Et de plus diversifié, et c'est ça aussi. Ceci va avec cela, d'ailleurs.
sais pas si j'ai répondu à la question. Ceci dit, est-ce que ça aura plus de succès? Ça se trouve, ça n'aura aucun succès, ça ne marchera pas du tout, hein. On verra bien, hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un mouvement de foule énorme. Merci à tous ceux qui sont là, mais il s'agit d'idées qui sont pour l'instant très, très faibles dans la société actuelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne rencontrent pas un certain nombre d'idées qui existent par ailleurs, mais on est loin d'avoir des mouvements misarchistes d'une taille comparable à ce qu'ont pu être des mouvements socialistes. C'est tout à fait marginal. Mais je pense que c'est la démonstration quand même qu'il existe au moins un autre possible désirable. Et ça manque terriblement dans nos sociétés. On a d'autres possibles qui sont défendus, mais ce sont des autres possibles qui, à titre personnel, je ne les trouve pas désirables. C'est souvent le pire qui est présenté comme... Ou des petits retours en arrière, un peu plus d'État-providence, comme dans les années 70, des petits mieux, mais pas de véritable émancipation. Je pense qu'on a testé pas mal de systèmes dans la société humaine. Je pense qu'on peut faire mieux, voilà, que ce qu'on a déjà testé. Et en tout cas, si on essaye de penser quelque chose de mieux, on va dire, essayer de penser quelque chose de mieux est indispensable, ne serait-ce que pour ne pas régresser. C'est parce que les gens ont voulu améliorer les choses qu'on a pu avoir de progrès. Si vous abandonnez même l'espoir du progrès, on est foutu. Donc moi, j'ai l'espoir quand même du possible progrès. Et je crois qu'on peut faire mieux. Et est-ce qu'on va y arriver? Bon, ben, ça, c'est pas sûr. Hein, on va pas se la raconter. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà. Est-ce que ça réussira? C'est pas sûr. Hein. D'ailleurs, il y a une question qui peut peut-être enchaîner là-dessus. Je la cale maintenant. Sylvie qui nous dit qu'elle est canadienne et très pragmatique idéologique. Elle se dit, compte tenu des présentes circonstances sanitaires et économiques, qui sont des chances de perdurer pour les prochains 18 à 24 mois, est-ce que votre timing est un petit peu trop optimiste considérant les impacts sur les sociétés de ces deux crises? Je ne peux pas avoir un timing optimiste parce que je n'ai pas de timing. Je n'ai aucune vision de l'avenir. Je suis totalement dépourvu de boule de cristal. Qu'est-ce qui peut advenir? Qu'est-ce qui peut advenir? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va advenir? J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien du tout de ce qui va advenir. Donc, il n'y a pas de timing. Je sais ce que je souhaiterais voir advenir et j'essaye de me bagarrer pour que ce que je souhaiterais voir advenir advienne. Et alors, est-ce que les circonstances actuelles sont favorables à une amélioration de la société ou défavorables à une amélioration de la société? Mon avis, c'est les deux. En fait, on est dans une situation de crise très dure, avec une situation climatique très dure, une situation économique très dure, avec une épidémie qui n'arrête pas. On est dans une situation de crise. Bon. Cette crise produit de l'instabilité. Ça, c'est sûr. On est dans un système qui est plus instable qu'il n'a été à d'autres périodes de l'histoire. C'est relativement instable. Est-ce que ça peut basculer vers le pire? Ça, c'est sûr. Ça peut basculer vers le pire très vite même. Est-ce qu'il convient de faire en sorte que ça puisse aussi basculer vers le meilleur? Je pense que oui, voilà. Donc, et l'instabilité, c'est dans tous les sens. Donc, on est dans un système instable, tout est présent, la régression, la stagnation, tout est possible. Mais je pense qu'il est urgent d'avoir aussi des possibles désirables. Si on n'a que des possibles atroces, on est foutu. Donc, il convient de construire des possibles désirables. Et il y a beaucoup de gens qui construisent des possibles désirables. En fait, il existe énormément de communautés, d'épiceries autogérées, je regarde les uns, de bois mondants pour les autres. Il existe énormément d'expériences qui démontrent qu'il y a des gens qui créent des sociétés qui sont désirables.
des micro-sociétés désirables. Et si ces micro-sociétés désirables se reconnaissent entre elles, on s'aperçoit qu'en fait, une alternative est possible, même si on est dans une situation qui, par ailleurs, est très inquiétante, incontestablement très inquiétante. Mais ce n'est pas une question de timing. De toute façon, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Sinon, on va aller vers le pire très très vite. Il faut essayer d'aller très vite vers le meilleur tout de suite. Sinon, comment dire, de toute façon, ceux qui veulent aller vers le pire, ils sont déjà à pied d'œuvre. Donc c'est la bataille, essayer d'aller vers le meilleur. Et puis on verra bien. Après, l'avenir ne nous est pas connu. Mais voilà. Et avec peut-être les deux autres questions. Selon toi, quelles seraient les conditions fertiles à ce qu'une expérimentation de Misarchie se mette en place à l'échelle d'une nation? Et quelles seraient les mesures de succès? Alors, bon, la mesure du succès, tout ce qui va vers le mieux, vers le mieux. Moi, je ne suis pas un garçon compliqué. Si c'est un petit peu mieux, c'est déjà mieux. Tout est bon. Si ça permet d'aider dans le débat d'idées à ce que ça aille un peu mieux, bon, parfait, parfait. Est-ce que ça ira jusqu'à la hauteur de nos espérances? Même si ça n'y va pas, et si ça allait un peu plus près de nos espérances, et ben, un peu plus près, ce sera déjà plus de liberté, plus d'égalité, moins de pouvoir, et un peu plus près, c'est déjà mieux qu'un peu plus loin. Donc, quel que soit le niveau de gain, si on gagne, c'est toujours mieux que si on perd. Voilà. Donc, j'ai pas d'angoisse de mesure, si ce n'est qu'évidemment, ce que je désire supposerait évidemment un succès extraordinaire et qu'on en est très loin. Mais même aller un peu dans cette direction-là, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui serait, entre guillemets, fertile pour aller dans ce sens-là? En fait, je crois qu'il existe d'ores et déjà dans plein de pays énormément d'expérimentations qui sont plus autogérées, plus écolo, plus démocratiques. Il en existe des kilos. C'est ça la fertilité. C'est le monde désirable contient d'ores et déjà des graines, si je veux filer cette métaphore de la fertilité, en grande quantité. Elles existent. Et on a d'ores et déjà dans nos sociétés une partie des sociétés qui existent déjà qui correspond à ce qu'on désire. Alors, il se trouve que cette partie-là est globalement faible. C'est-à-dire que ça représente un pourcentage de la population assez limité, un pourcentage des gens qui vivent dans ces univers-là assez limité, un pourcentage de l'économie sur un table économique assez limité. Donc, ok, ça existe, mais c'est pas énorme. Mais ça existe. Et sur cette existence-là, en fait, je pense qu'il y a la possibilité d'un développement du monde qu'on désire. En fait, il conviendrait, pour rendre, disons, notre monde plus fertile au développement d'un système comme la Misarchie, il conviendrait de multiplier encore ces expériences alternatives qui existent un peu partout et de faire en sorte qu'elles se reconnaissent les unes les autres et qu'une fois qu'elles se sont suffisamment reconnues, en quelque sorte, qu'elles s'érigent en alternative possible globale. Il ne s'agit pas de se présenter aux élections, c'est de montrer qu'un autre monde est possible et qu'il existe d'ores et déjà aujourd'hui, qu'il est comme un pays dans l'ensemble des pays qui existent d'ores et déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire d'un pays dans le pays. Ce monde-là, ce monde plus libre et plus égal, il existe déjà, seulement il ne se reconnaît pas bien lui-même, et s'il pouvait se voir lui-même, il arriverait à montrer qu'il est une alternative crédible en tant que tel. Et donc je suis convaincu, moi, que c'est là qu'il y a la matière d'un changement social. De toute façon, on construit toujours par rapport à ce qui existe déjà. Il existe beaucoup de choses, et je pense que c'est sur ce quelque chose-là qu'on peut construire davantage. C'est-à-dire, je vois qu'il y a une question là que je lis. Le temps étant une denrée rare et fixe pour tout le monde, ne serait-il pas préférable de mobiliser des gens vers des actions positives de changement réalisables dans les prochaines années? Eh bien, en fait, ce que je viens de dire, c'est exactement mobiliser les gens vers des actions positives de changement réalisables. Parce que ça peut se faire comme ça à petite échelle, ces univers-là. Quand on crée une épicerie, je reprends cet exemple-là, ben voilà, on crée une épicerie autogérée et hop, ça avance. C'est complètement réalisable. Et c'est une mobilisation possible et réalisable.
Simplement, ce côté réaliste du projet global, il devient de plus en plus réaliste à partir du moment où il est réalisé. En revanche, je ne crois pas que ça peut passer par une prise de pouvoir d'État par des partis politiques. Je crois que la prise du pouvoir d'État par des partis politiques peut apporter des améliorations, mais marginales. On n'aura pas de changement de système en votant, simplement. Voter, ça peut être utile, ça peut éviter le fascisme, ça peut éviter un certain nombre de trucs pires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, moi je vote. Mais est-ce qu'en votant, j'ai l'espoir de changer le monde en votant? Non, pas du tout, aucun espoir. C'est pas comme ça que ça va changer en ayant effectivement beaucoup de monde en train d'essayer de construire un monde meilleur. Et ensuite, si on est suffisamment nombreux et suffisamment fort, on pourra envisager de basculer vers un univers meilleur. Mais on n'en est pas là, dans ce sens. D'où la masse critique. Là, je vois parler de masse critique. Il en faudrait, voilà. Je pense qu'il y a un moment de masse critique. Quand il y a suffisamment de gens qui vivent dans ce pays, dans le pays, à ce moment-là, on peut envisager de faire basculer la société entière. On n'en est pas encore tout à fait là. À mon avis. Est-ce que je peux poser une question? Bah oui, moi je suis tout à fait ouvert. En fait, moi, j'étais très amusé par la présentation de la Misarchie parce que je ne connaissais pas du tout. Et il se trouve que j'ai écrit moi aussi un roman d'anticipation économique, donc qui s'appelle Ecotopia, qui est là, voilà. Et en fait, les idées, les propositions que je fais sont très proches de celles que tu fais au voyage en Misarchie. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a quasiment presque tout en commun, avec des petites différences évidemment sur certains points. Par exemple, sur l'immobilier, je n'avais pas imaginé cette idée du prix en fonction de l'âge. Mais il y a une autre idée voilà, qui pourrait être débattue, qui paraît aussi intéressante. Et alors, ce qui est le plus amusant, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout écrit ce roman dans l'idée de réduire le pouvoir. Ce n'était pas du tout un objectif pour moi. En revanche, moi je suis économiste écologiste et l'idée principale c'était en fait d'essayer de trouver comment aller vers une économie vraiment durable. Et en fait, en creusant ce sujet-là de l'économie durable, je me suis rendu compte qu'on était obligé de changer l'organisation du pouvoir, qu'on avait absolument besoin d'avoir beaucoup plus d'intelligence collective et de participation de la population. Et donc, finalement, je suis arrivé aux mêmes conclusions, mais pas avec le même objectif. Bon, bah, c'est super, c'est très bon signe, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il existe un mouvement de pensée convergent. C'est chouette. Exactement. Et alors, il y a une différence, et moi, c'est un point qui me semble important. Enfin, en tout cas, ce serait important d'en débattre, c'est la question du savoir si on donne un nom à ça. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en traitant les sujets les uns après les autres, on arrive à trouver un consensus. Par exemple, sur la question de l'actionnariat, j'étais très étonné parce que j'avais une discussion avec un ancien sous-gouverneur de la Banque de France. Et il était arrivé comme moi à la conclusion que finalement, l'actionnariat coté, c'était une catastrophe et qu'il fallait absolument arrêter ça. Et par contre, dès qu'on met un terme, que ce soit communisme, que ce soit éventuellement misarchie, ben, en fait, ça crée plus de division que de commun. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur un sujet très facilement, mais dès qu'on met un terme et qu'on s'allie à ce terme en disant « moi, je crois à ça », ben, du coup, on risque d'avoir des séparations. Et c'est notamment une chose que je suis en train d'écrire un article sur l'anticapitalisme. Je pense que c'est une énorme erreur d'utiliser le terme d'anticapitaliste parce qu'en fait, on se sépare de toute une grande partie de la population qui considère que l'anticapitalisme, c'est le communisme, puisqu'il n'y a rien d'autre que le communisme ou le capitalisme. Donc, c'est un vrai problème, en fait, d'utiliser des termes. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, comment dire? D'abord,
ce qui est dangereux dans le choix d'un mot, et je suis d'accord avec toi, c'est la constitution d'une espèce d'école qui, donc, de ce fait-là, va contenir des risques de glissement vers une école, donc une doxa, donc une autorité, donc un dogme, donc une soumission nécessaire au dogme, et donc tout ce qu'on déteste. Donc, le choix d'un qualificatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un drapeau, en quelque sorte, un drapeau fût-il un drapeau dans un mot, on a des risques de discipline derrière le drapeau. Et donc quelque chose qui c'est quelque chose en soi de dangereux. Maintenant, il faut simultanément arriver à dire quelque chose. Et on va bien être obligé d'avoir des mots. Alors, bon, le capitalisme, par exemple. Pardon. Le capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, fondamentalement, le capitalisme, c'est le dividende. Et la propriété qui est accordée à l'apporteur de capitaux, et donc le pouvoir apporté à l'apporteur de capitaux plus qu'au travail. On pourrait, et le dividende qui est distribué en fonction des parts. Est-ce qu'il faut abolir ça? Comme tu dis, je pense que c'est vraiment une question de salubrité publique. Je pense que c'est très important d'abolir ça. Alors, se définir comme anticapitaliste est à la fois quelque chose de normal. Je pense que le capitalisme est très nocif et très destructeur, et que dans l'objectif de plaire, en quelque sorte, si on en revient à ne plus exprimer nos opinions, on risque de perdre gros. Donc il faut dire le capitalisme, moi je pense que c'est pas choquant de dire qu'on est contre. Même si ça nous écarte de personnes qui ne le savent pas, qui sont elles aussi contre. Et donc c'est des groupes. Mais se définir comme anticapitaliste, c'est triste et réducteur. Parce que d'abord c'est un anti, et c'est pas pour quelque chose. Mais ensuite, il y a plein de façons d'être anticapitaliste. Et parmi les différentes façons d'être anticapitaliste, certaines sont franchement fascistes ou franchement totalitaires. Et on risque de passer pour des totalitaires ou de passer pour des gens autoritaires. Et donc d'être assimilé à des gens qui sont aux antipodes de ce qu'on pense. Donc se définir par une négation de quelque chose, je trouve que c'est nul. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant je vais renier quelque chose comme anticapitaliste? Non, je suis anticapitaliste, incontestablement. Et je peux définir le capitalisme et je suis favorable à sa destruction. Et ça fait partie de l'anti-autoritarisme. Mais je suis avant tout anti-autoritaire. Et donc, par exemple, pas communiste, voilà. Pas du tout communiste. Et donc, mais je ne crois pas qu'il faille avoir trop peur des mots, parce que si on a trop peur des mots, on peut finir par ne plus oser s'exprimer. Alors, misarchie, bon, ça avait l'avantage, moi, quand j'ai choisi misarchie, d'être un mot qui n'était pas utilisé. Et donc, de ne m'inscrire dans aucune chapelle. Et donc, d'avoir une immense liberté de penser. Si misarchie devient un dogme, le mot perd beaucoup de son utilité, puisque ça devient un dogme et ça devient un empêchement de penser. Donc, s'il fallait faire un groupe de personnes, il vaudrait mieux trouver autre chose. Ça pourrait être je ne sais pas quoi. Et quelque chose de le parti des gens qui, enfin, j'en sais rien, ou même surtout pas parti d'ailleurs, le truc. Mais il faut que ce truc ait quand même du sens, et pour que ce truc ait du sens, il convient qu'on ait quand même un certain nombre d'idées en commun. Et si on n'a pas du tout d'idées en commun, en fait, ce truc ne signifie rien. Donc il faut quand même arriver à trouver sa valeur. J'ai juste envie peut-être de essayer de compléter tes propos, puis tu me diras, mais pour moi c'est hyper lié en fait à juste comment est-ce que
en tant qu'être humain, en fait, on construit du sens. Enfin, on parle pour moi de constructivisme et de se dire qu'on est tous en permanence dans une logique de s'adapter à notre environnement, en train de créer du sens, quelque chose qui fait du sens pour nous individuellement, ce qui peut éventuellement mener en fait à mettre des mots, à créer des concepts et presque même à s'imaginer qu'ils sont totalement partagés avec les autres, alors que on a à chaque fois qu'une vue partielle de ces choses-là. Et le risque, effectivement, j'ai l'impression que c'est celui que tu décris, de se dire de prendre les mots et les concepts comme des absolus qui enferment, là où en fait il faudrait peut-être juste se dire c'est une construction utile de sens qu'on fait, mais qui ne capture pas en fait la totalité et la dynamique de ces mots, de ces concepts. Et ça serait peut-être de revenir avec humilité là-dessus et de se dire bon, je peux me revendiquer d'une ou de plusieurs chapelles, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas un absolu. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les fins en soi et les absolus sont des choses qu'on combat, en fait. C'est-à-dire qu'il faut justement, si ça dévie en absolu, c'est perdu. Puisque c'est un système qui est basé sur la diversité, le refus des absolus. Donc, enfin, la vérité. En fait, on est en train de dire je détiens la vérité, sachant que personne n'a accès à ça. Ben oui. D'ailleurs, d'abord, ce que j'ai décrit dans la misarchie, c'est jamais que ce que j'arrive à penser. Et donc, c'est formidablement améliorable parce que les idées, il peut y en avoir des tas d'autres et c'est pas du tout un point d'arrivée. Et surtout, enfin, en plus, je veux dire, chacune des règles à laquelle je suis arrivé, toutes les règles qui ont été construites dans le bouquin sont des compromis approximatifs. Je pense que... Et ce sont des compromis approximatifs, justement, entre des vérités qui sont contradictoires et qui ne détiennent en elles-mêmes aucune validité suffisante. Par exemple, il faut supprimer l'héritage, mais attention, il faut supprimer le capitalisme, hein, je reviens là-dessus. Il faut supprimer le capitalisme, j'en suis convaincu, mais attention, je suis très favorable à la liberté d'entreprendre et je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs et que ça fait partie des libertés essentielles et qu'il faudra les protéger. Et tout ceci semble un peu contradictoire. Je suis, par exemple, favorable à la disparition de l'État et favorable aux services publics, à l'impôt, au maintien d'une police et à finalement toutes les fonctions régaliennes. Donc, ceci semble contradictoire. Non, je pense que non. Et justement, à chaque fois, on peut faire des compromis, mais c'est comme c'est des compromis, c'est approximatif. Quand c'est approximatif, tout est objet de discussion, rien n'est figé. Et c'est ce qui fait l'essence même de mes idées, cette absence de fixité et cette approximation. Donc, je suis un défenseur acharné de l'approximation. Surtout, il faut faire attention à ça, quoi. Et si jamais on fait un dogme, on a perdu, évidemment. Et j'ai l'impression que le petit indice qu'on a à chaque fois, c'est que chaque fois que ça prend la forme d'une injonction, c'est qu'on est en train de partir vers ça. Il y a une question de Michel Tcholi. En France, aucune loi ne définit l'entreprise. C'est quoi une entreprise en misarchie? Alors, en France, actuellement, c'est une question qui pourrait prendre longtemps, mais j'ai essayé de résumer ça. Alors, actuellement, le mot entreprise, il est partout en droit, partout. Et la définition qui est utilisée le plus souvent, c'est la personnalité morale. En fait, c'est des personnes morales qui sont considérées, traitées comme des entreprises. En fait, ça ne correspond pas à des entreprises, mais finalement, on finit par assimiler ceci à cela. Et on dit qu'une entreprise, c'est la société anonyme machin chouette, c'est la SARL bidule. Et en réalité, toutes ces personnes morales ne forment pas des entreprises parce qu'en fait, une organisation, ça peut être des dizaines de personnes morales, surtout pour les grosses organisations, c'est parfois des centaines de personnes morales qui sont imbriquées les unes dans les autres plus ou moins et qui permettent de faire de l'optimisation fiscale, ça veut dire de ne pas payer d'impôts ou de ne pas respecter les droits des travailleurs ou de faire des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a de grosses difficultés pour saisir les organisations productives parce qu'elles sont cachées
derrière des piles de masques juridiques qu'on appelle les personnes morales. Il convient très profondément d'accepter les organisations productives, évidemment, mais il faut que les organisations qui sont reconnues correspondent grosso modo à des organisations pour de vrai, pas des organisations de papier. Et pour ça, il faut faire attention à tous les masques qui sont habituellement utilisés pour cacher les organisations réelles. Il faut dévoiler les organisations réelles si on veut avoir de la démocratie. Que la démocratie, ça va être le partage du travail, le partage du pouvoir, ça va être la division du pouvoir. Et si vous divisez le pouvoir là où il n'est pas le pouvoir, et que le pouvoir arrive à se cacher derrière des masques de papier, eh bien, en réalité, vous n'avez rien réussi à faire. Et si par exemple, vous avez quelque chose de très démocratique, où tous les salariés votent, et je ne sais pas quoi, et que tout ceci se passe dans une personne morale qui n'est pas le lieu du pouvoir, et que le lieu du pouvoir, c'est un endroit où il y a 2-3 personnes qui sont complètement planquées, qui ont tous les capitaux et qui ont le véritable pouvoir, vous avez complètement échoué. Donc il faut dévoiler les organisations réelles. Pour dévoiler les organisations réelles, il faut mettre en place quelques principes. Et un des principes qui me semble important et qui est un des trucs qui sont proposés dans la Misarchie, c'est qu'aucune personne morale ne peut être membre d'une autre personne morale. C'est-à-dire, une société ne peut pas avoir de part d'une autre société. Vous pouvez avoir des sociétés de toutes les tailles, vous pouvez avoir des grosses choses, des petites choses, vous pouvez avoir des petites choses qui sont englobées dans des grosses choses, mais toutes les organisations sont des organisations humaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une organisation, elle regroupe les personnes qui participent à cette organisation. Donc si par exemple vous avez du petit, du moyen et du gros, le gros sera une association de beaucoup de personnes et le petit de peu de personnes. Et il se peut que cette imbrication fera que vous appartiendrez à plusieurs organisations, une petite, une moyenne et une grosse, comme individu humain. Mais ce sont les organisations d'organisation, en quelque sorte, qui créent cette immense mascarade des personnes morales imbriquées qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut empêcher finalement des systèmes de type société mère, société filiale. Vous avez une grosse organisation qui ressemble à la société mère et qui regroupe un ensemble des personnes qui travaillent dans une grosse organisation, une petite organisation qu'on appelle aujourd'hui la filiale et qui en fait a d'autres prérogatives et qui regroupe seulement les personnes qui appartiennent à la micro-organisation. En fait, il n'y a pas de nature de l'entreprise, il y a une espèce de croyance, donc une espèce d'assimilation des entreprises à des corps vivants qui est, à mon avis, quelque chose qui relève totalement du fantasme. En fait, quand on essaie de délimiter l'entreprise, on essaie de délimiter l'organisation. En fait, les organisations sont des lieux d'organisation de normes, de pouvoir, de choses comme ça, qui sont sans frontières claires. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du grand, du petit, du moyen, des choses comme ça. Et vous avez comment dire? D'ailleurs, dans une grande entreprise, vous le savez, vous avez aussi des ateliers et qui sont eux aussi des organisations productives. Et puis, vous avez aussi l'entreprise au sens plus large qui regroupe plein d'ateliers. Et puis, tout ceci peut... Alors, ces différents niveaux d'organisation méritent d'être reconnus comme tels, avec des partages du pouvoir, des organisations du pouvoir qui correspondent, mais à chaque fois, il faut sur les organisations d'être humains. Voilà ce que je pense. Je pense que ça a été un peu rapide, mais c'est une question très difficile, bien sûr. Je veux peut-être rajouter quelque chose. Je vous entends pas. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Trop fort, pas assez fort. Ça marche, ça marche. Donc, la définition d'entreprise n'existant pas, puisque, bon, je ne sais pas d'où vous venez tous, mais en France, la société existe, la société anonyme. La société de capitaux existe et elle a pour pouvoir de faire fonctionner des entreprises pour pouvoir amener de l'argent, gagner de l'argent. C'est ça la définition donc, de Napoléon en France. Et ça n'a pas changé depuis. Et l'entreprise n'existe pas comme définition, et c'est peut-être un peu ça qui est un peu gênant. Et moi, je donne ma définition à moi de l'entreprise, c'est un lieu où se retrouvent des personnes qui fabriquent un produit, un service, qui font appel à des fournisseurs et qui servent des clients. C'est ce nœud
qui représente l'entreprise. Et de cette entreprise, donc comme il n'y a pas de définition, il faut le créer. Et c'est vrai que quand vous proposez, vous, que les salariés possèdent des parts, ça devient, entre guillemets, dangereux, parce que posséder des parts, c'est une démarche quand même capitaliste. On possède un parti de capital. Il y a eu, mais ça je pourrais en parler aussi dans le deuxième sujet tout à l'heure, dans les communautés, parce que les communautés étaient axées justement sur le non-capitalisme. Quand il y a des possibilités de créer une entreprise, c'est-à-dire c'est les salariés qui sont à l'intérieur, tant qu'ils sont salariés, ils sont propriétaires de l'entreprise, ils utilisent ce bien commun. Quand ils sont plus salariés, ils s'en vont, puis au revoir, puis merci. Donc l'idée c'est bien que les salariés utilisent cet outil, et à ce moment-là, pour acheter des machines ou pour faire fonctionner, il faut bien de l'argent. Et cet argent, il est donc, on passe par des prêts soit des salariés qui peuvent prêter l'argent un temps, soit des copains, soit des banques qui prêtent de l'argent. On construit cette entreprise. Une part du bénéfice de cette entreprise va à développement de cette entreprise, un petit peu comme les SCOP pour ceux qui connaissent. Et par contre, il n'y a aucun moment où un individu est propriétaire d'une part d'une entreprise. Donc voilà, c'est ça. Et moi, voilà, c'est ma définition que j'en ai, et c'est la définition aussi que, à travers les communautés de travail, ils ont essayé aussi de mettre en place. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, c'est un peu, c'est le fonctionnement. Mais j'ai un peu une méfiance pour faire bon, d'une part, pour quelle raison on n'a pas de définition d'entreprise, c'est quand même bien, c'est que les actionnaires sont là pour utiliser l'entreprise, pour pouvoir faire des bénéfices, pour remettre dans les poches, c'est le capitalisme, mais on n'a jamais défini, voilà, une entreprise, c'est ça, c'est ci. Voilà. On parle beaucoup de l'entreprise, des salariés de l'entreprise, on crée son entreprise, c'est faux, on ne crée pas une entreprise, on crée une société. Une société où on a des liens avec, c'est l'argent qui lie les gens. C'est pas on sait qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actionnaires ne savent même pas où ils ont placé l'argent. Ils ne le savent pas. Croyez-vous que les fonds de pension américains savent où est passé leur argent? Absolument pas. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun lien entre le possesseur de capitaux et l'entreprise. Il n'y a aucun lien, je vais dire, affectif ou de lien de connaissance. Il y a tout simplement des gens qui veulent gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ce qui gêne. Et donc, il faut absolument maintenant, une première chose, c'est que l'entreprise soit reconnue par la loi et que les salariés de l'entreprise puissent travailler dans une entreprise non capitaliste. Mais en fait, vous verrez que ce que vous avez dit est à peu près totalement en accord avec ce que j'ai écrit. Il y a quasiment aucune différence. Alors, en ce qui concerne la définition que vous avez donnée de l'entreprise est une définition à laquelle je souscris. C'est-à-dire que c'est bien un groupe de personnes qui produit des services ou qui produit un objet, ou, enfin, mais le problème, c'est que une fois que vous avez dit ça, ensuite vous avez un problème de frontière, parce que qu'est-ce qui produit, par exemple, le pain? Alors vous avez le boulanger, mais après vous remontez, il y a celui qui fait la farine, ensuite vous remontez, vous avez celui qui fait pousser le blé. Et donc, en fait, la question de la frontière au moment de la production du pain, c'est la limitation et la limitation de l'organisation qui fait sens. Et c'est ça dont je parlais, vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de contredire votre définition qui me semble absolument juste. Il s'agit juste d'essayer de savoir comment est-ce qu'on va faire la frontière. Et comme notre objectif est de limiter le pouvoir et de démocratiser le pouvoir et de donner le pouvoir aux travailleurs, par exemple, il faut essayer de trouver une frontière qui est la frontière du pouvoir qu'il convient de partager. Donc, dans ces organisations productives qui sont complexes, de temps en temps, vous avez des choses qui ne produisent qu'assez peu de pouvoir. Par exemple, il se peut que vous ayez de très nombreux fournisseurs de tissus et que vous soyez tailleur et que vous ayez le choix entre un très grand nombre de fournisseurs de tissus. Et donc, l'entreprise qui coud et qui coupe le tissu pour faire des habits n'a pas besoin d'être rattachée aux entreprises de tissus parce qu'elle n'est soumise à aucune de ces entreprises de tissus.
Et en fait, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est où est la soumission, où est le pouvoir. Et une fois que vous avez identifié une sphère de pouvoir, une sphère d'organisation, vous avez aussi identifié la sphère qui est signifiante de la structure de partage de pouvoir que vous voulez construire. Et donc, on aura une structure, par exemple, dans mon exemple, pour la fabrication du vêtement, et une autre structure pour la fabrication du tissu à partir du moment où les deux ne sont pas enchaînés dans des relations de domination. En revanche, si c'est de la sous-traitance, on aura des relations de domination qui supposeront aussi une organisation qui regroupe les différents. Mais donc, vous voyez ce que je veux dire, une fois qu'on a donné votre définition, on a quand même des problèmes de limitation, et c'est de ces problèmes-là dont je voulais parler. Mais ce que vous dites à part ça, l'idée selon laquelle l'entreprise doit être un commun des travailleurs, me semble absolument juste, absolument juste. Et il convient que l'entreprise ne soit certainement pas possédée par des gens qui sont extérieurs à cette organisation productive-là. Et donc, il faut qu'elle soit entièrement tenue par les gens qui sont les gens qui vivent dans l'organisation, donc les travailleurs. Donc, il faut partager le pouvoir entre les travailleurs. En l'occurrence, il y a un faux ami, quand je parle de parts qui appartiennent aux travailleurs, et elles n'appartiennent qu'aux travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cessez de travailler, vous n'avez plus de part. Si vous quittez l'entreprise, vous n'avez plus de droit de vote, immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire voter dans l'entreprise des personnes qui n'y travaillent pas. Donc vous avez des systèmes de rachat automatique et impératif qui font que de toute façon, tous les droits de vote appartiendront aux travailleurs à un instant T de l'entreprise. Après, pour des raisons de répartition des sommes, de prêts, d'emprunts, donc, comme vous disiez fort bien, si c'est la banque qui prête, bon, ça simplifie les choses. Si ce sont les travailleurs eux-mêmes qui prêtent de l'argent, donc qui ont mis de l'argent dans la boîte, cette entreprise doit quelque chose aux travailleurs qui ont mis de l'argent dans la boîte. Et en fait, cette dette de l'entreprise aux travailleurs, c'est le concept de part que j'ai adopté en hiérarchie. Il s'agit juste de reconnaître que l'entreprise a une dette vis-à-vis de certains travailleurs qui ont mis des sous dedans. Et cela ne leur accorde d'ailleurs aucun droit de vote en tant que tel. Le droit de vote est attribué en fonction d'autres raisons, mais il s'agit de faire coïncider à terme la dette de l'entreprise aux travailleurs avec les droits de vote qui sont accordés, mais qui eux sont accordés en justice en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à la fin, tout doit tendre vers l'autogestion, mais tout n'est pas forcément une autogestion immédiatement. On reconnaît que l'entrepreneur qui a fondé la boîte, qui a mis des sous dedans, peut avoir une part préférentielle dans un premier temps et qui sera une part préférentielle décroissante. Bon, tout ça devient un petit peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que pour maintenir à la fois l'esprit d'entreprise, la liberté d'entreprendre et en même temps avoir des entreprises qui vont toutes vers l'autogestion, il faut accepter qu'une dimension temporelle se mette en place et que tout tende vers l'autogestion et que tout ne soit pas forcément immédiatement dans l'autogestion. Bon, après, il faudrait discuter du détail. Mais dans tout ce que vous avez dit, vous allez vous apercevoir qu'en fait, on est, je crois, qu'il y avait, si vous voulez, il peut y avoir des quiproquos, des erreurs de terminologie, ces histoires de parts peuvent vous inquiéter sur des maintiens de formes de capitalisme. Je crois que non, voilà, je crois que j'ai fait gaffe et je crois qu'on est vraiment d'accord. Il faudrait qu'on croise, mais je ne crois pas qu'on ait de différents réels. Je n'ai pas cette sensation-là en vous écoutant. Quand je vous ai écouté, j'ai l'impression que j'aurais pu prononcer la quasi-totalité des choses que vous avez dites. Voilà. Mais donc, on n'est peut-être pas d'accord à 100%, mais franchement, on appartient à la même famille et on est des cousins très, très, très proches dans la pensée, donc c'est bon, quoi. Pas d'affrontement, ce que vous venez de dire et ce que je pense, au contraire, je crois que pour tous les fonctionnaires. Oui, je vous en prie. Permettre de remarque sur ce qu'a dit Michel Chaudy, que les actionnaires ne s'intéressent pas à l'entreprise autrement que pour l'argent. Je veux d'une part que l'investissement socialement responsable, les ISR, sont en progrès, que les gens s'intéressent. Il y a de plus en plus d'actionnaires qui tiennent absolument à n'investir que dans des entreprises socialement responsables. Et d'autre part que dans la plupart des entreprises pas très grandes, ou alors dans les entreprises très dynamiques du style GAFA,
les gens ne s'intéressent pas uniquement à l'argent, ils s'intéressent tout autant à la puissance. Donc c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Je suis d'accord, je suis aussi d'accord avec vous. Alors, comment dire? Après, la finance est plus ou moins lointaine par rapport à l'entreprise. Dans certains cas, la finance est apportée par des travailleurs dans l'entreprise. C'est le cas lorsque vous avez un entrepreneur au sens réel du terme. C'est quelqu'un qui a monté sa boîte et qui a mis des sous dedans. C'est pas forcément contradictoire. Ça peut être le même. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, il travaille dedans, il s'intéresse vraiment à sa boîte. Et c'est pas parce qu'il a mis des sous dedans qu'il s'y intéresse plus. Il s'y intéresse et d'ailleurs, il travaille à l'intérieur de cette entreprise. Il participe à l'organisation. Et puis, dans le cas extrême inverse, on a les fonds de pension dont vous parliez tout à l'heure, avec du capitalisme financier qui ne voit que des tableaux de chiffres et qui n'a plus aucune vision de l'économie réelle. Donc, et entre ces deux-là, évidemment, il y a toutes sortes d'intermédiaires. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est dans une logique de démocratie, le pouvoir doit appartenir aux personnes qui sont soumises à ce pouvoir. C'est-à-dire que c'est le principe de la démocratie. D'ailleurs, vous avez un État démocratique. Qui est soumis par cet État démocratique a le droit de vote. Normalement, ouais, c'est grosso modo l'idée. Si vous êtes soumis à un pouvoir, vous participez à ce pouvoir. Donc la question, c'est que vous devriez participer à ce pouvoir. Donc dans une entreprise, il y a du pouvoir, c'est une organisation. Qui est soumis à ce pouvoir? Et bien normalement, ce sont les personnes à qui juste pour s'assurer qu'il y avait une personne. Donc il convient d'attribuer, pardon, je dis juste, il convient d'attribuer le pouvoir aux personnes qui sont soumises au pouvoir, donc de leur attribuer, c'est un principe démocratique de base. Donc qui est soumis au pouvoir dans une entreprise? En réalité, ça dépend. Mais le plus souvent, ce sont les travailleurs. Et quand ce sont les travailleurs, il est logique que ce soit eux qui soient responsables et qui participent au pouvoir. Ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, si vous avez une entreprise monopolistique, elle peut exercer du pouvoir sur des clients. Et à ce moment-là, ce sont les clients qui ont une légitimité à exercer du pouvoir sur cette entreprise. Typiquement, alors prenons même des cas encore, je sais pas moi. Par exemple, le réseau d'eau, quand tout le monde est obligé de participer, mais s'il y a un seul réseau d'eau potable, vous êtes obligé d'avoir ce réseau d'eau potable qui vous délivre de l'eau. Les usagers du réseau d'eau ont une vocation très forte à être les détenteurs du pouvoir du réseau d'eau. Et même s'il y a des travailleurs qui sont chargés de faire fonctionner ce réseau, l'idée que dans ces cas de monopole, le pouvoir appartienne aux usagers me semble logique. Et si vous voulez prendre un exemple encore plus caricatural, prenez la police. Je suis tout à fait opposé à ce que la police soit autogérée. Hein. Il n'en est surtout pas. Nous voulons une police totalement subordonnée. Et subordonnée à ceux qui vont être soumis au pouvoir de la police, justement. Donc, le principe démocratique est un principe d'autogestion, sauf, évidemment, dans les entreprises qui exercent elles-mêmes un pouvoir, soit parce qu'elles sont en situation de monopole, soit parce que c'est des entreprises qui n'en sont pas, en réalité, qui sont des lieux d'exercice du pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai qualifiés plutôt de districts, plutôt que de parler à leur sujet d'entreprise. Enfin bon, après, c'est vraiment un débat technique. Pour voir comment vont les gens. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je voulais dire que l'exemple type de l'entreprise possédée par les gens qui y travaillent, c'est la coopérative. Et ça ne marche pas si bien que ça en pratique. Alors, les coopératives, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, c'est comme les entreprises. Le problème des coopératives, c'est qu'elles sont pensées de façon égalitaire. Vous verrez que je ne suis pas... Donc, dans certains cas, ça marche bien. Il y en a quelques-unes qui marchent très très bien, hein, et qui sont même
regardez le monde agricole, tout est en coopérative. Donc, des coopératives, dire que ça ne marche pas, c'est inexact. Dire que ça marche toujours, c'est complètement inexact aussi. C'est comme les entreprises. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est compliqué. En fait, je crois qu'il ne faut pas être trop doctrinaire. Le danger de certaines coopératives, c'est d'être un petit peu trop, parfois, égalitaire et donc d'être un frein à un certain nombre de choses. Je ne suis pas un maniaque de l'égalité complète. Je pense qu'on doit tendre vers un système qui ressemble à des coopératives donc égalitaires, mais je ne pense pas que l'entreprise doit être forcément dès le départ. Je pense que l'entrepreneur peut avoir une certaine vocation, avoir un peu plus de pouvoir parce que c'est lui qui a fondé la boîte, parce que c'est lui qui a eu l'idée, parce que c'est lui qui a mis dessus. Et qu'on lui donne une part préférentielle, encore une fois, ça ne me choque pas du tout. Pourvu qu'elle soit déclinante et que ça ne devienne pas une espèce de domination définitive et que 20 ans plus tard, il y a plus que plus rien depuis longtemps, qu'il soit toujours le chef inutile à ce moment-là, au contraire, qu'il devienne une sorte de nuisance en quelque sorte. Donc la coopérative, je trouve que c'est bien. Est-ce que ça marche toujours très bien? Ben non. Est-ce qu'il suffira de faire décider les salariés pour que tout aille super bien? Sûrement pas. Voilà. Est-ce que le seul fait qu'on élise le président de la République et le gouvernement a suffi pour qu'on soit dans un état agréable et merveilleux? La réponse, c'est non. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y aura plus de démocratie s'il y a plus de participation aux décisions des salariés? Est-ce que globalement, ce sera mieux? Je pense que oui. Voilà, par contre. Moi, j'ai vu fonctionner pas mal de scopes et celles qui fonctionnent ne fonctionnent pas sans hiérarchie. Il y en a quand même. Mais souvent, c'est une hiérarchie qui est beaucoup plus légitime et beaucoup moins destructrice, parce que beaucoup plus respectueuse. Et finalement, je trouve moi que ça marche plutôt mieux. Et de toute façon, c'est plus démocratique, il y a plus de liberté, et ça aussi, c'est un objectif. Si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons à parcourir les autres vidéos de la playlist Misarchi et nous vous attendons sur le Discord de la communauté des misarchistes pour continuer à faire rayonner la misarchie, continuer à réfléchir et commencer à agir. À très bientôt.